Voilà, autant que les dernières personnes puissent s'asseoir sur les chaises qui viennent d'être installées. Et nous allons ouvrir le colloque de cet après-midi sur le juriste 4.0. Et je vais immédiatement céder la parole à notre hôte, président Gentin, président du tribunal de commerce de Paris, qui va ouvrir ce colloque. Et donc, je vous cède immédiatement la parole dans cette salle magnifique où nous sommes installés, où je vous remercie de nous accueillir. C'est vraiment un privilège que vous nous faites. Privilège qui n'est pas encore celui des juristes d'entreprise. Leur privilège va bientôt venir. Mais ce que je vous dis là, c'est sous le sceau de la confidentialité. Je n'étais pas au courant que Merci beaucoup. Je n'étais pas au courant que le sujet du legal privilege était réglé. Écoutez, merci beaucoup. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette grande salle d'audience. Cette grande salle d'audience ne fait pas tellement 4.0, mais on verra que dessous, il y a quelques câbles, je vous en toucherai un mot. Je vais profiter de cette occasion pour peut-être pour vous dire quelques mots sur le tribunal de commerce de Paris, car j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas tous familiers de ces lieux, peut-être un peu plus des procédures. Pour mémoire, je vous rappelle que le tribunal de commerce a quatre missions. Le législateur a assigné aux 135 tribunaux de commerce de France 4 missions. La première mission, c'est une mission qui a un caractère un peu administratif, qui est largement assurée par des greffiers sous le contrôle d'un certain nombre de juges. C'est la tenue de ce qu'on appelle le registre du commerce et des sociétés, l'état civil des entreprises. Ça occupe assez peu de juges, ça occupe quelques-uns des greffiers de ce tribunal. La deuxième mission, naturellement, c'est de traiter les contentieux entre les entreprises. Ordre de grandeur sur le nombre de procédures qui sont traitées par ce tribunal chaque année. Environ 8000 procédures au fond, qui portent sur un total de demandes de 3,5 milliards. Environ 5000 procédures en référé, ce qui est pas loin du quart de l'ensemble des référés qui sont traités par les tribunaux de commerce en France. En 2014, je n'ai pas le chiffre définitif de 2015, en 2014, ces 5000 référés ont porté sur 310 millions d'euros. Donc vous voyez que le référé en moyenne, c'est une opération à 60 000 euros. Et puis la dernière procédure dont l'utilisation est en train de se développer, qui est de plus en plus appréciée par les entreprises compte tenu de sa rapidité, de son efficacité, peut-être aussi de son caractère non contradictoire, c'est l'injonction de payer, puisque cette année, nous allons encore voir le nombre d'ordonnances qui sont prises sur requête en injonction de payer augmenter. On va être pas loin de 14 000 ordonnances qui seront prononcées cette année, pour un total qui sera pas loin de 140 millions, une ordonnance moyenne portant environ sur 10 000 euros. Donc ça, c'est les procédures contentieuses. Donc vous avez une idée des volumes, vous avez une idée des enjeux financiers. La troisième mission du tribunal de commerce, naturellement, c'est le traitement des difficultés des entreprises. Le traitement des difficultés des entreprises qui se fait par deux grandes familles de procédures. Les procédures qui ont un caractère judiciaire, c'est les procédures de redressement, de sauvegarde, de liquidation. Et puis les procédures dites de négociation, les procédures préventives, qui sont prévus par les articles L611-3 et L611-4 du Code de commerce. Je pense que vous n'êtes pas concerné par ces procédures tous les jours, enfin en tout cas je ne vous le souhaite pas. Il faut savoir, si je le mentionne, c'est parce qu'il faut savoir que les difficultés des entreprises se traitent dans 75% des cas, enfin plus exactement, pour 75% des passifs qui sont traités, dans le cadre de procédures de négociation. Le traitement des difficultés des entreprises ne se traite pas dans des procédures judiciaires, mais dans des procédures de négociation. Il faut le dire et le répéter à tous les chefs d'entreprise, à tous les représentants des entreprises. Ces procédures de négociation permettent, parce qu'en général elles sont traitées évidemment le plus en amont possible, permettent aux entreprises qui ont des difficultés de trouver des solutions négociées avec leurs créanciers, et ces solutions négociées sont naturellement toujours meilleures et toujours plus efficaces que les solutions qui sont imposées par le tribunal. Voilà, le traitement des difficultés des entreprises, c'est la troisième mission qui a été assignée par le législateur au tribunal de commerce. Et puis la quatrième mission, peut-être moins connue, c'est une mission dite de prévention des difficultés. Nous avons ici une cinquantaine de juges qui travaillent sur la base de données du greffe pour identifier les critères
qui sont des indicateurs de futures difficultés des entreprises. Et chaque année, c'est environ 2000 entreprises. 2000 entreprises à rapporter d'un stock total d'entreprises à Paris qui est de 400 000. Donc vous voyez, c'est un demi% des entreprises sont convoquées ici chaque année dans le cadre d'entretiens dits de prévention au cours duquel le dirigeant, dans le cadre d'un entretien confidentiel, est amené à réfléchir par un juge dit de la prévention sur les difficultés que son entreprise est potentiellement amené à rencontrer. Voilà les 4 grandes missions. J'ai oublié de vous donner un chiffre qui me semble important en matière de traitement des difficultés des entreprises. L'ensemble des passifs, pour vous donner l'enjeu financier de ces procédures de traitement des difficultés, l'ensemble des passifs qui sont traités, c'est le chiffre de 2014, c'était 6,8 milliards. 6,8 milliards, dont 5,1, 75%, ont été traités dans le cadre de procédures de négociation. Voilà quelques idées quelques informations sur le volume des procédures qui sont traitées par ce tribunal, et puis les enjeux financiers. Si vous devez retenir 2 chiffres, c'est les contentieux, l'ordre de grandeur c'est 4 milliards, et le traitement des difficultés des entreprises, l'ordre de grandeur c'est 7 milliards. Le tribunal de commerce prend environ 70 000 décisions. Et puis pour revenir avec le sujet de cette journée, de cet après-midi, le sujet 4.0. Alors ici on n'est pas encore 4.0, on essaie d'être 2.0, c'est pas gagné. Deux sujets principalement, peut-être deux points qui méritent d'être soulignés. Nous avons depuis 2 ans le décret qui permet de traiter de façon dématérialisée l'ensemble des écritures entre les parties qui viennent traiter un contentieux ici. Les avocats, donc je crois que dans l'Assemblée, il y a surtout des représentants des entreprises plus que des avocats. Les avocats aujourd'hui n'utilisent, il faut le dire, n'utilisent pas encore je parle sous le contrôle de certains avocats que je vois ici, notamment au premier rang. Les avocats n'utilisent pas aujourd'hui, systématiquement, c'est le moins qu'on puisse dire, toutes les possibilités qui sont offertes par ce réseau virtuel privé qui s'appelle le RPVTC, le réseau privé virtuel des tribunaux de commerce. Et pourtant, évidemment, de la même façon qu'on voit dans l'entreprise que 98% des documents aujourd'hui s'échangent de façon dématérialisée, évidemment, nous y viendrons dans le traitement des procédures dans les tribunaux de commerce. Un jour viendra où l'ensemble des écritures, l'ensemble des documents, l'ensemble des pièces seront échangés de façon dématérialisée. Le système fonctionne, il mérite probablement quelques améliorations. Les décrets d'application qui rendent opposables les transferts, les transmissions d'informations existent. Je dirais que maintenant, il n'y a plus qu'à. Et pour qu'il n'y ait plus qu'à, il faut que les entreprises incitent les avocats à utiliser ces outils. C'est par la pratique de ces outils que probablement on en améliorera dans les semaines et dans les mois qui viennent l'utilisation. Voilà, juriste 2.0, tribunal de commerce 2.0, les outils existent, ils sont faiblement utilisés. Puis peut-être un mot sur un sujet qui nous tient à cœur. Je ne sais pas si parmi vous, certains sont concernés par les questions de droit, de litiges liés aux questions de concurrence. Nous avons dans cette institution 2 chambres qui sont spécialisées dans le traitement des litiges de concurrence. Et en matière de concurrence, nous avons une petite cellule qui réfléchit sur les conséquences de la dématérialisation de l'économie sur les comportements de concurrence. Donc sachez que, outre l'utilisation des outils digitaux, il y a aussi la matière première digitale qui est un sujet de réflexion permanente. Et si j'évoque ce sujet, c'est en même temps pour vous tendre une perche. Vous savez que les juges de ce tribunal, les 172 juges de ce tribunal sont des juges qui exercent pro bono, qui ont été élus par les représentants des entreprises. Vous êtes des représentants des entreprises et donc je fais un appel aux candidatures. Nous essayons en permanence de relever le niveau de recrutement
Et comme Stéphanie m'a dit que le niveau de cette assistance était très relevé, je ne pouvais éviter de vous inviter à être candidat le jour où vous aurez un petit peu de temps pour rejoindre ce tribunal, cette expérience pour un chef d'entreprise ou pour un dirigeant d'entreprise. Cette expérience de juge est une expérience qui est extrêmement enrichissante et qui est extrêmement gratifiante. Je vous souhaite une bonne après-midi, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Vous avez conclu sur de nouvelles perspectives, certainement pour un certain nombre des personnes qui sont dans cette salle. Donc, merci pour donner cette possibilité d'imaginer d'autres compétences à développer. Alors, je vais être bref parce qu'il me revient d'introduire rapidement le colloque de cet après-midi et je vais le faire d'autant plus rapidement que le temps court. Et Stéphanie Couture va bientôt animer la première table ronde. Juste quelques mots pour vous dire pourquoi on a choisi ce thème du juriste 4.0, pour des raisons évidentes. La première raison, c'est que nous sommes collectivement, pas simplement en tant que juriste, mais en tant que citoyens, en train de vivre une véritable révolution industrielle. Cette révolution industrielle, on sait bien qu'elle va, et elle a déjà, des impacts sur le plan économique, sur le plan social, sociétal, démocratique et sur la façon dont on interagit dans la société, dans nos organisations, les entreprises, mais également donc les juridictions, et que, ce faisant, cette révolution industrielle va avoir un impact profond, y compris sur nos métiers de juristes, que j'élargirai évidemment jusqu'aux avocats, puisque nous sommes tous concernés par cette révolution industrielle. Et donc on s'est dit qu'il était indispensable que la FJE organise un temps de réflexion à partir de ce thème. Alors, le juriste, là-dedans, dans cette révolution industrielle, j'allais dire, il est concerné de deux manières. Il est concerné parce qu'il va être sans doute bien souvent en première ligne pour adapter les structures, le droit à ce que signifie cette révolution. Et puis, il va être aussi en première ligne parce que son métier va se transformer et il va évoluer. Et peut-être que la profession dans son ensemble va évoluer. Je réfléchissais en préparant ces 7 minutes. Toujours disait Fidel Castro, je fais faire bref. Et 5 heures plus tard, il était toujours à la tribune. Donc, c'est 7 minutes que je vais essayer de tenir. Je réfléchis, en fait, j'ai trouvé un élément d'actualité. On a remis, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, le prix Olivier de Bouzy à un ouvrage juridique, et c'était le droit selon Star Trek. Le droit selon Star Trek, parce que, en fait, quand on va à travers Star Trek, et certains ont suivi cette série à la télévision, on s'aperçoit que Star Trek, série de science-fiction, nous raconte beaucoup sur nos sociétés du futur, assez utopique, et sur la manière finalement dont on retrouve les règles de droit. Et je me disais, mais le numérique, c'est un peu cette société qu'on nous promet vers demain. Et je disais que le juriste était concerné d'un double point de vue. D'abord parce qu'il va être au cœur de la régulation et parce qu'effectivement, il est fort probable qu'il va se transformer. Et en regardant sur le premier temps cette question de la régulation et le juriste qui va y jouer un rôle, je pensais à cette expression d'un prof de droit américain, Lawrence Lessig, qui disait « Code is law ». Et c'est le code, les technologies qui vont de plus en plus réguler la société, sauf si les citoyens et les institutions démocratiques s'en emparent pour effectivement maîtriser les technologies. Et de ce point de vue-là, pour cette première raison, le juriste 1, 2, 3, 4.0 est au cœur de cette révolution industrielle. Et d'ailleurs, si on regarde, certains amateurs de science-fiction se rappelleront des lois d'Asimov, un grand auteur de science-fiction qui, en 1942, avait établi 3 lois. Parce qu'on a peur des robots d'ores et déjà, et il avait établi 3 lois. La première loi, c'était un robot ne doit jamais porter atteinte à la vie d'un être humain, ni en restant passif, le mettre en danger. La deuxième loi d'Asimov pour les robots, c'était que un robot doit toujours obéir aux ordres des êtres humains, sauf si c'était en conflit avec la première loi. Et la troisième loi d'Asimov, c'est qu'un robot doit toujours
faire en sorte de protéger sa propre existence, sauf si c'est en conflit avec la première et la deuxième loi. Et donc dès 1942, on avait imaginé des lois pour les robots, de sorte qu'on ait une vie en société relativement harmonieuse. Et donc le juriste, il est évidemment au cœur des évolutions de cette révolution industrielle, et il est au cœur de nécessaires régulations pour que l'on produise le meilleur avec les outils du numérique. Et quand on entend parler de big data, de machine learning, immédiatement on pense à privacy, on pense à sécurité, protection des données personnelles. Donc il y a là tout un champ d'investigation, de spécialisation, de nouvelles compétences qui font que le juriste 4.0 au moins sera un acteur majeur de cette révolution industrielle, de cette transformation. Pour qu'il y arrive encore mieux, et ça sera mon mot de la fin, c'est qu'il doit s'emparer de ces outils numériques. Il doit vraiment les utiliser pour en faire des outils de sa propre transformation. Parce que l'un des éléments essentiels, c'est que ces outils numériques, et c'est pour ça que c'est une révolution industrielle, ils sont en train de transformer par les usages, pas par les technologies, par les usages, nos façons de travailler. Et nous le voyons tous et nous le verrons de plus en plus, quand on parle de big data et de machine learning, c'est un formidable outil de knowledge management, de prévisibilité, de partage des connaissances. De plus en plus, les juristes vont être en situation de travailler de façon collaborative. Ça va modifier nos façons de travailler, y compris avec nos confrères, les avocats et les autres professions du droit. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Au-delà des technologies, cela va renforcer, je le pense profondément, le rôle des juristes qui, de gardiens du temple, seront de plus en plus dans l'entreprise des business partners, de ceux qui vont non seulement conseiller l'entreprise, mais de façon proactive, avec de la créativité, avec de l'innovation, faire en sorte qu'ils participent aux stratégies de l'entreprise. Et parce que les thèmes du numérique vont soulever des nouvelles questions, on aura de plus en plus besoin des juristes, et parce que les juristes dans l'entreprise vont de plus en plus utiliser ces technologies et ces usages pour travailler différemment, pour être capables peut-être de laisser de côté des tâches qui vont être automatisées pour aller sur davantage de valeur ajoutée, eh bien, grâce au numérique, les juristes, le juriste 4.0, sera de plus en plus, en France comme il l'est déjà dans d'autres pays, un acteur majeur de la vie des entreprises et un acteur majeur de la vie économique. C'est pour ça que, in fine, ça sera mon mot de conclusion pour l'introduction, je me disais, parce que je parlais de Star Trek, Star Wars étant un peu à la mode par les temps qui courent, il y a deux manières d'être soit du côté obscur de la force, soit du bon côté de la force. Je suis persuadé que le juriste 4.0 sera du bon côté de la force, et la bonne manière d'être du bon côté de la force, ça sera, et c'est peut-être une forme d'obsession chez moi, mais Stéphanie le sait parfaitement, ce sera qu'il n'y ait plus qu'une grande profession du droit, parce que c'est la meilleure manière d'être fort. Donc le juriste 4.0, c'est une grande profession du droit qui apporte des solutions dans un monde traversé par une révolution industrielle et qui s'empare de ces outils de cette révolution industrielle pour être, avec ces nouveaux usages, le fer de lance d'une intelligence collective. Et maintenant, j'invite Stéphanie pour la première table ronde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette table ronde sur la transformation numérique, état des lieux et perspectives. Qui n'a pas de micro encore? Alors, nous sommes dans un lieu historique qui appelle à une certaine révérence, mais nous serons totalement irrévérencieux parce que nous sommes dans le numérique, nous sommes dans cette révolution. D'ailleurs, vous voyez, 3 de mes intervenants hommes n'ont pas de cravate, alors ils sont vraiment dans l'ère du numérique. D'ailleurs, nous avons poussé les sièges de cuir pour laisser place à des bancs modernes, voilà, sur lesquels je ne m'assoirai probablement pas, étant trop petite pour m'asseoir sur un tel
un tel siège. Voilà. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire une table ronde où les gens vont intervenir de façon libre, informelle, vont pouvoir échanger entre eux. Et donc, on le fait un peu à la nord-américaine avec des rebondissements un peu sous le thème du show. La seule chose que j'ai interdite, c'est les contacts physiques. Ce thème me tient beaucoup à cœur. Alors, je suis Stéphanie Couture, directrice juridique de Tarkett et aussi membre du conseil d'administration de la FJE. Ce thème me tient beaucoup à cœur parce que chez Tarkett aussi, nous sommes dans cette grande réflexion sur le numérique, sur la révolution digitale. Et j'ai eu la grande chance d'aller dans la Silicon Valley au mois de septembre pour faire une tournée d'environ une semaine où on a vu des incubateurs, des laboratoires, on a visité la D-School, on a rencontré des gens qui ne s'habillent pas du tout comme vous ici dans la salle aujourd'hui. Et j'ai appris des mots comme unicorn, Internet of Things, disruption comes from the fringe, et eu une très, très grande révélation sur la réalité de ce phénomène et le fait que c'était partout et que si on n'était pas encore conscient de ça, c'était le temps qu'on ouvre les yeux. Ceci dit, durant cette semaine, je n'ai jamais entendu parler de droit, de juriste ou de législation ou de régulation. Ce qui interpelle beaucoup sur la place du droit, du juridique, dans toute cette grande révolution. Je suis très contente d'accueillir mes 4 panélistes. Donc, Christine Demazière, qui, elle, représente l'industrie du livre. C'est la déléguée générale du Syndicat national de l'édition. Et elle était auparavant conseillère référendaire à la Cour des comptes. Elle a travaillé pour le ministère des Finances. Et avant son poste au Syndicat national de l'édition, elle était depuis 2006 au SNE pour accompagner la transition numérique du livre. David El-Sayeg, secrétaire général au sein de la SACEM depuis 2013, en charge des questions juridiques européennes et institutionnelles. Et il était, depuis septembre 2007 avant ça, à la SNEP, en qualité de directeur des affaires juridiques tout d'abord, et nouvelles technologies, et ensuite directeur général. À ma droite, Olivier Sichel, PDG de leguide.com, qui a plus de 15 ans d'expérience dans l'Internet, PDG de Wanadoo, venture capitaliste chez Sofina, le plus gros fonds d'investissement capital risque en France, et aujourd'hui PDG de leguide.com. Il a aussi fondé le Digital New Deal Foundation, qui a vocation à porter dans le débat public les impacts de la transformation numérique. Et enfin, Jonathan Roffé, de DLA Piper. Il est partner dans le département propriété intellectuelle et technologie en France, de DLA Piper, bien sûr, en France, qui comprend 25 avocats, qui a bien sûr une forte connaissance du secteur de l'IT et qui travaille tant auprès des utilisateurs que des fournisseurs de services informatiques sur divers sujets, soit d'applications, d'infrastructures. Voilà, et qui a une grande expertise internationale sur ces sujets-là de transformation digitale et de big data. Alors, on est ici pour faire un état des lieux, tout d'abord. Alors, je commencerai par demander à David qu'il nous donne un peu, lui, dans le domaine de la musique, comment tout ça a été vécu, cette transformation qui a été l'endroit où ça a été probablement le premier endroit de cette transformation. Absolument. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Donc oui, la musique, la révolution numérique, elle est assez vieille, puisqu'elle date du début des années 2000. Alors elle s'est accompagnée, c'était une vraie révolution d'abord, un changement de paradigme. Alors il y a des aspects négatifs, bien évidemment, puisque le marché de la musique a perdu plus de 75% de sa valeur en 10 ans. Mais il y a aussi de formidables opportunités. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir un regard pessimiste sur la révolution numérique. Ça nous a permis, nous, la SACEM, d'aller chercher des droits ailleurs que sur notre territoire. Pourquoi ? Parce que pour nous, la révolution numérique est vraiment synonyme de mondialisation.
quand vous distribuez de la musique, auparavant, que vous étiez un marchand de disques, vous aviez une activité locale. Vous étiez une chaîne de télévision, pareil, votre activité était locale, même si vous pouviez faire partie d'un groupe international. Avec l'arrivée du numérique, c'est la fin des acteurs locaux, très clairement dans notre secteur d'activité. Et aujourd'hui, nos interlocuteurs sont Google, iTunes, Deezer ou Spotify. Ils font à eux 95% du marché de la musique numérique. Et donc, en 4 contrats, 4 deals, on a presque 100% de notre chiffre d'affaires en matière de numérique. Par ailleurs, à la SACEM, on avait tendance à considérer que le numérique, c'était que 5% de nos collectes, de nos perceptions, mais en revanche, 95% de nos ennuis. Et les ennuis, on les a goûtés en matière de numérique sur 2 aspects. L'aspect du piratage qui a beaucoup été évoqué dans les médias, avec cette destruction de valeur liée au piratage, mais un autre aspect un peu moins connu, qui est l'aspect de la concurrence. Pour une société de gestion collective comme la nôtre, dont le but est de percevoir de l'argent, des droits d'auteur pour le compte de ses membres et de les répartir, l'arrivée du numérique a été synonyme de portabilité en matière transfrontière, puisque les gens qui étaient en face de nous n'acceptaient plus d'aller négocier pays par pays des licences, qu'il a fallu trouver et s'adapter pour trouver des solutions à même de répondre à leurs besoins. Donc on s'est adapté, bien évidemment. Il y a même une directive qui est venue nous réguler, qui a été adoptée en 2014. Il y a eu un long process avec la Commission européenne, des contentieux avec la Commission européenne que nous avons gagnés, c'est assez rare pour le souligner, et un point d'équilibre aujourd'hui grâce à cette directive qui permet justement à des acteurs d'Internet de pouvoir évoluer dans un monde mondialisé et à des sociétés de gestion collective qui étaient plutôt nationales historiquement d'avoir une activité internationale. Donc opportunité, risque, c'est très intéressant pour le juriste parce que quand les choses changent, le droit change, et c'est toujours comme ça que ça se passe d'ailleurs. Le droit est toujours un peu en retard par rapport aux technologies et il doit s'adapter. C'est vrai en matière de droit d'auteur, mais c'est vrai partout, en droit de la famille, en droit du travail. Vous voyez que le droit a toujours un léger temps de retard. Ça ne signifie pas pour autant qu'on est à la traîne et qu'on doit trouver des solutions. Et pour une société comme la SACEM, qu'est-ce qu'elle fait en réalité? Elle vend du droit, puisque notre seule légitimité, c'est l'existence de droit. Donc le juriste a un poste, je dirais, privilégié. Il est au cœur du dispositif. La R&D chez nous, c'est le juridique, c'est l'analyse juridique. Voilà, pour une brève introduction des problématiques, et bien évidemment, je pourrais rentrer plus dans le détail si vous le souhaitez. Christine, vous pourriez nous donner, vous, la perspective au niveau du livre, cette révolution que vous avez vécue? Oui, alors le secteur du livre, qui est également une industrie culturelle importante, c'est même la première industrie des biens culturels, poursuit une trajectoire un petit peu différente, parce que pour nous, le numérique est encore, ne représente encore que 6% de notre marché, mais recouvre des réalités extrêmement différentes entre, d'une part, l'édition professionnelle, donc par exemple l'édition juridique que vous connaissez bien, qui est déjà très largement numérique, c'est maintenant des bases de données actualisées en permanence, et l'édition grand public, qui, pour sa part, est numérique pour environ 3-4% pour le moment. Alors, notre marché à nous n'a pas baissé, bien au contraire. En 2015, on a une forte croissance, entre 1,5 et 2% du marché du livre, qui a suivi 5 années de légère baisse, mais finalement pas très élevée. On a essayé, je dirais collectivement, d'anticiper le numérique dans cette situation où on n'est pas encore très numérisé. Anticiper en essayant de transposer nos régulations du livre à l'univers numérique. Parce que finalement, le livre repose sur un triptyque de 3 grandes régulations qui sont d'une part le prix unique du livre, trouver le même livre au même prix n'importe où, dans n'importe quel point de vente, le droit d'auteur et un taux de TVA réduit. Donc il y a eu 3 grandes lois structurantes entre 2010 et 2012 qui ont porté justement sur la transposition à l'univers numérique, ce qui n'était pas évident d'ailleurs, de ces grandes régulations. Et nous avons aussi mené des discussions pendant de nombreuses années, pendant 4 années, avec les auteurs, entre auteurs et éditeurs, pour adapter le contrat d'édition à l'ère du numérique. On a conclu en 2013 et c'est devenu force de loi en 2014.
et par ailleurs toute une série d'initiatives un peu de soft law, comme par exemple des recommandations qu'on a conclues avec les bibliothèques sur le prêt numérique en bibliothèque, qui évidemment change considérablement le métier des bibliothécaires, ou encore des différentes actions sur le piratage et autres. Alors Google, on les connaît aussi, ils nous ont effectivement fait l'honneur de vouloir numériser, et d'avoir numérisé une vingtaine de millions de livres dans les grandes bibliothèques anglo-saxonnes. Donc on les a attaqués en 2006, on a gagné en 2009 devant le TGI de Paris, ici, auteur-éditeur. Et donc on a gagné sur le principe d'autorisation préalable avant de reproduire, de numériser nos livres. Donc nous, les enjeux du numérique, effectivement, on est sur un marché qui est certes mature, mais qui effectivement opère sa transition numérique de manière plutôt, pour l'instant, harmonieuse. Et je dirais que en 10 ans, parce que je suis arrivée il y a 9 ans au syndicat de l'édition, j'ai vu une transformation mais totale de notre travail. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on ne parlait pas beaucoup de numérique, à part dans le secteur professionnel, qui lui, depuis 20 ans, était déjà complètement numérisé. Mais dans le domaine grand public, dans la littérature, en fiction, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Donc actuellement, dans un organisme professionnel comme le syndicat national de l'édition, on a un travail extrêmement important avec nos juristes et les juristes des maisons d'édition et nos experts numériques pour continuer en permanence à s'adapter à cet univers numérique. Merci. Olivier, pourriez-vous nous dire d'où vient cette transformation? Qu'est-ce que vous constatez de votre expérience? Vous avez vu sans doute dans la Silicon Valley, Stéphanie, les entrepreneurs, ils viennent surtout du domaine du logiciel, du software. Ils viennent, je disais, le Silicon Valley, ils viennent du domaine du software. Typiquement, ce qu'il faut comprendre, parce que la révolution numérique, elle a une origine, elle a un cœur, elle se situe donc entre San Francisco et Palo Alto. Et là-bas, les gens ont la conviction que, comme le dit un des grands VC, Marc Andreessen, « Software is eating the world ». C'est-à-dire que le logiciel va dévorer le monde et qu'aujourd'hui, la mécanique de l'innovation, c'est des ingénieurs informaticiens, souvent diplômés de Stanford, qui viennent dans la Silicon Valley et qui se disent « Voilà, moi je veux faire fortune et je vais prendre un business ». Et je vais voir où se situe la valeur ajoutée et comment le logiciel peut me prendre la plus grosse partie de la valeur ajoutée. On prend un business qui est au départ pas du tout numérique, au hasard les taxis. Franchement, rien de moins numérique qu'un chauffeur de taxi dans sa voiture à une pompe à essence. Et on se dit, mais ce qui a de la valeur, c'est la mise en relation. Et puis on fait une application, Uber, qui déroute complètement l'industrie et qui transforme totalement l'industrie. Et de ce côté-là, il faut reconnaître que la norme, ça ne leur fait pas peur. Le droit, ça ne leur fait pas peur, c'est une donnée parmi d'autres, et comme vous dites, ça ne prend pas tellement en compte les aspects juridiques. Et ça, il faut comprendre que c'est extrêmement général. L'erreur qu'on a fait, nous, Européens, c'est de se dire le numérique, c'est un secteur particulier, un vertical, mais on est très bon dans la culture, on est très bon dans la musique, on est très bon dans le tourisme. Tous ces secteurs ne vont pas être touchés par le numérique, ils sont bons, et si, en fait, tous ces secteurs sont touchés par le numérique, parce que fondamentalement, le logiciel a cette capacité de disrupter, de dérouter totalement la chaîne de valeur ajoutée. Donc c'est à ça qu'il faut que vous vous prépariez. J'ai lu justement sur votre site, le site de votre fondation, où on disait les paquebots sont attaqués par des canoës. Et c'est un peu, je pense, que vous venez d'évoquer. Jonathan, pourriez-vous commenter un peu sur la vitesse de ce changement? On parle beaucoup de la loi de Moore, de cette accélération. Pourriez-vous nous dire, vous, ce que vous avez vu en termes de la vitesse de changement? On a vu une véritable accélération du numérique, alors qui a été à différentes vitesses en fonction des industries. Il y a des industries qui pensaient n'absolument jamais être touchées par le numérique. Nous travaillons aujourd'hui avec Michelin, notamment. Michelin, vous pensez aux pneus, vous ne pensez pas non plus tout de suite au numérique. Et pourtant, Michelin veut prendre absolument le virage du numérique et cherche par tous les moyens à capter du patrimoine numérique et de la valeur autour de ces applicatifs et autour de tout ce qui va être fait sur les données, notamment les données de conduite, les données revenus de l'utilisation de ces pneus. Airbus fait exactement la même chose. Airbus cherche aujourd'hui à gagner de l'argent,
plus seulement en vendant des avions, mais aussi en vendant de la data qui vient des avions. Et la transformation numérique, elle nous touche aussi, nous, avocats et juristes, bien évidemment, et c'est le métier du droit a véritablement changé dans nos cabinets. On ne rend plus du tout les conseils juridiques comme on le faisait il y a quelques années. La demande de réactivité est bien plus importante. On ne peut plus faire des mémos de 15 pages comme on avait l'habitude de le faire avant. Il y a un certain nombre de services juridiques qu'avant on facturait et qu'aujourd'hui on ne facture pas. On met à disposition de nombreux outils, y compris chez DLA Piper, on met à disposition un grand nombre d'outils de vérification de la réglementation sur les données personnelles, de cybersécurité. Ce sont des outils qu'il y a 10 ans on aurait vendus. Et or aujourd'hui, le droit est à disposition de tous et donc on a une obligation nous aussi de nous adapter, d'être plus réactifs, d'être plus experts et on en parlera certainement un peu plus tard, mais d'être plus experts dans nos avis. Et puis, la place des juristes IT a également énormément changé. Dans notre cabinet, vous l'avez dit, on est 25 uniquement dans l'équipe IPT sur un cabinet de 200 personnes en France. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu il y a plusieurs années. Dans les grands cabinets, vous aviez soit les cabinets dits de niche en IT, soit des cabinets entièrement spécialisés IT un peu plus gros. Et dans les gros cabinets, la pratique IT était vraiment très faible. Et aujourd'hui, nous revenons au centre du jeu, de même que l'IT revient au centre et au cœur des entreprises. Il n'y a plus un dossier juridique dans lequel l'IT n'est pas impliqué, y compris en droit social, y compris en M&A et dans un certain nombre de domaines. Donc, le numérique a pris une place importante, omniprésente et d'une façon très, très rapide. Comment le droit a suivi? Comment la législation a suivi? Vous avez parlé tout à l'heure des nouvelles lois qui ont été adoptées et tout ça. En termes de l'adaptabilité des lois, la rapidité d'adoption, etc., pourriez-vous commenter un peu? Pour moi, il y a toujours un retard de la loi par rapport à la technologie, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, ça l'est si c'est beaucoup trop de retard et que le droit est totalement inadapté par rapport aux nouvelles technologies, mais il est normal que le juriste prenne un peu de temps. Et ça, c'est une bonne chose. En revanche, le principal phénomène qu'on a pu constater, c'est que les décisions ne se prennent plus en France. Et pour ce qui nous concerne, je parle de la SACEM, tout se passe à Bruxelles. Mais quasiment tout. Pourquoi ? Parce que vous avez la Commission européenne qui fait voter des directives, des règlements. J'en veux pour preuve le projet de règlement sur la portabilité transfrontière, par exemple, des contenus audiovisuels qui a été proposé en décembre dernier. On a eu une dizaine de directives en l'espace de 10 ans. Et indépendamment du travail qui peut être fait par la Commission, vous avez aussi les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Et la Cour de justice de l'Union européenne, elle préempte tout. À partir du moment où vous avez des directives, elle définit ce qu'il y a dans la directive, elle donne une interprétation, et elle a une autorité de la chose interprétée. Ce qui signifie qu'un procès qui peut avoir lieu en Belgique entre des éditeurs de presse et un fabricant de machines à photocopier va avoir un impact direct sur le droit français, alors que ni le SNE, ni la SACEM, ni quelconque acteur n'est présent dans ce procès, ne peut faire valoir ses arguments. Donc pour le juriste, vous devez développer une veille très européenne, vous tenir au courant bien évidemment de ce qui se passe, tant sur un plan législatif que sur un plan judiciaire, et avoir pour relais, pour ce qui nous concerne, un très fort ministère de la Culture. Parce que quand vous avez une question préjudicielle qui est posée devant la Cour et que vous n'êtes pas partie au litige, la seule façon de faire entendre votre voix, votre façon d'appréhender la problématique, c'est de faire intervenir votre gouvernement. Et il y a des gouvernements pour qui, par exemple, la problématique des droits d'auteur est une problématique très secondaire. Nous avons de la chance en France, on a un ministère de la Culture qui traite de la propriété intellectuelle, ce qui n'est pas une évidence. Dans d'autres pays, vous avez des ministères de la Culture qui ne traitent pas de ces questions et qui intervient, et la France joue un rôle moteur. Donc aujourd'hui, je dirais que le principal constat, c'est léger retard, mais ça ne me semble pas problématique en soi. En revanche, transfert de compétences au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau de la Commission ou de la Cour de justice, qui nous invite d'ailleurs, en tant que juriste, à avoir un double raisonnement. Moi, quand je raisonne en matière de droit d'auteur, je regarde si mon raisonnement est cohérent d'un point de vue français d'abord, et puis après, s'il est cohérent, je regarde si sa cohérence est elle-même cohérente avec le point de vue européen. Donc il y a un double process intellectuel qui rend bien évidemment les choses beaucoup plus complexes.
Voilà, mais bon, c'est la vie, je veux dire, on s'adapte à ça. C'est pas un problème en soi, mais il faut en tenir compte. Vous parliez de réactivité. Quand on voit le règlement sur la protection des données personnelles qui a mis près de 5 ans pour que les autorités, que le Conseil et le Parlement se mettent d'accord, il y a eu une prise de conscience des autorités depuis de nombreuses années qu'il faut réglementer, qu'il faut adapter les législations au numérique, aux transformations et aux chamboulements importants qui ont lieu et qui dictent un petit peu le marché, la manière dont ça doit avancer. Quand on voit, il y a un certain nombre de réglementations qui est en gestation sur le droit d'auteur au niveau européen, également la loi Macron 2 et la loi sur le projet numérique qui est également en discussion. On a besoin effectivement, et nous juristes, on a besoin aussi de cette sécurisation juridique. On a besoin, les entreprises en ont besoin, nos clients le demandent. Uber, bien évidemment, on voit bien, par l'exemple d'Uber, on voit bien que certaines entreprises essayent de contourner un petit peu, mais Uber est parti de la loi et de la légalité des VTC, de la possibilité de faire du chauffeur autrement que par le taxi. Mais bien évidemment, cette sécurité, on en a besoin. Vous parliez des décisions de la Cour européenne. La décision de la Cour européenne du mois d'octobre dernier qui décide de mettre à mal complètement le safe harbor, ça nous pose une vraie difficulté, typiquement parce que on a besoin très vite de retrouver un cadre juridique pour les échanges internationaux et notamment avec les US. On a besoin de retrouver ce cadre parce que c'est un point d'insécurité pour nos clients, pour nos entreprises assez important. Christine? Oui, je voulais réagir aussi en disant qu'on parlait du projet de loi République numérique. Là, on assiste à une manière de légiférer radicalement nouvelle. C'est un peu la démocratie Facebook, c'est-à-dire que d'abord on balance un texte dans consultation publique et pendant 3 semaines, toutes les entreprises peuvent participer, peuvent répondre, les contributions peuvent être anonymes et puis à la fin on ne tient absolument pas compte de tout ce qu'on a pu écrire et on arrive avec une procédure accélérée et actuellement David parlait du beau consensus qu'il y a en France sur la culture, l'importance du ministère de la Culture, il vole en éclats actuellement. Donc il y a vraiment une disruption pour nous cette année, en 2015 en France, c'est que le consensus sur la culture actuellement est vraiment mis à mal, notamment par une des dispositions de ce projet de loi, ou plusieurs. Certaines ont été retirées, heureusement, parce qu'elles étaient tellement peu travaillées, tellement peu évaluées, que c'était complètement, ça allait mettre une situation juridique complètement folle, par exemple sur le domaine commun informationnel. Mais nous, on conserve encore une disposition qui souhaite accélérer ce qu'on appelle l'open access, donc qui, si c'était adopté, détruirait tout simplement toute l'édition scientifique privée française, conduirait à une étatisation de l'édition scientifique. Et là, on se rend compte qu'aucune étude d'impact, aucune concertation et une volonté d'aller très vite parce que c'est le numérique et donc il faut aller vite. Donc là, nous, on tire quand même la sonnette d'alarme en disant il faut faire attention, il faut tout de même voir que dans les autres pays, il y a tout de même des concertations qui ont lieu. Dans les pays partout, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, les dispositions d'open access qui existent déjà en France, mais elles sont soigneusement évaluées, de sorte à ce que les acteurs économiques ne soient pas complètement blackboulés du paysage. Donc ça, c'est un peu une spécificité française. Par ailleurs, dans le domaine du livre, pour nous, tout ne se passe pas donc, en Europe. Si une large part de l'évolution du droit, effectivement, est impulsée en Europe. Mais on a aussi une spécificité de notre produit, c'est qu'on est lié à des domaines linguistiques, à la langue, contrairement à la musique, qui est complètement un langage, évidemment, universel. Dans le domaine du livre, c'est vrai que, bon, il faut céder des droits de traduction, mais globalement, on a quand même des marchés qui restent liés à des bassins linguistiques. Donc les régulations restent aussi très largement nationales. Donc on voit un législateur en France très rapide, peut-être un peu trop. Ceci dit, ça nous amène à parler de quelque chose d'intéressant qui est une évolution probable du métier de juriste, c'est la question du lobby. Olivier, vous voulez nous dire quelques mots sur ce que vous pensez du rôle de lobbying en général face à ces nouvelles technologies?
Oui, je pense que c'est très important pour vous, juristes d'entreprise, de reconsidérer face à la révolution numérique votre rôle. Et je crois qu'il y a 3 caractéristiques qu'on attend, à mon avis, des juristes d'entreprise. C'est d'être offensif, parce que vous allez avoir à faire face à des gens qui vont attaquer votre métier, votre cœur de business. Et offensif aussi parce que vous vous dites que s'il y a certains qui attaquent votre business, il va falloir s'adapter à un environnement qui nécessitera de changer de méthode de travail. Il faut être agile et aller très rapidement parce que c'est une révolution rapide, mais il faut être aussi stratège parce que, on l'a dit, beaucoup de choses se passent à Bruxelles et Christine le disait, il y a un consensus culturel qui demande à être consolidé et ça c'est du rôle de lobby. Et c'est très important dans une industrie qui est très dominée par les États-Unis. Je rappelle juste un chiffre, quand on regarde les entreprises Internet, 2% de la capitalisation des entreprises Internet sont européennes, seulement 2%. 75% est américain. Et quand on regarde les grands groupes qui dominent ce monde-là, les Google, Apple, Facebook, c'est eux les interlocuteurs aujourd'hui. Pour le livre numérique, c'est Amazon, pour la musique, c'est Google et c'est Apple. Donc, ils ont une capacité de lobbying extrêmement forte. Ils structurent la pensée des législateurs, ils sont extrêmement présents à Bruxelles et ils viennent avec évidemment des études qui servent leurs intérêts business avant tout. Donc ça veut dire que les juristes d'entreprise ne doivent pas seulement considérer leur rôle dans du contentieux, mais aussi dans un vrai rôle de lobbying, ce qui signifie de la production d'études, la production d'analyses, l'exploration d'un point de vue, la défense d'un point de vue et la promotion de ce point de vue. David, d'ailleurs, je pense que vous disiez que ça représente plus de 60% de votre pratique aujourd'hui. Absolument. Vous êtes allé à la Silicon Valley, vous n'avez pas vu de juriste. Je pense que ça s'explique pour une raison, c'est que les juristes de ces entreprises sont soit à Washington, soit à Bruxelles. Parce que c'est là où se fait le droit aux États-Unis et de l'autre côté de l'Atlantique. Et si vous allez à Bruxelles, vous allez rencontrer beaucoup de gens de chez Google, de chez Amazon, de toutes ces sociétés de technologie. Le droit n'est absolument pas négligé par ces entreprises. Elles font un lobbying forcené. Je le rappelle, en matière de droit d'auteur, ce sont ces entreprises, pour leurs propres intérêts, qui ont obtenu la réouverture de la directive droit d'auteur, droit voisin dans la société de l'information. Alors les choses se compliquent un peu plus pour elles parce que les titulaires de droit se sont regroupés et les États ont réagi parce qu'ils essayent de défendre leur richesse. Et en France, notre richesse, c'est la culture, plus que les tuyaux. Mais voilà, on est soumis à une très forte pression par ces entreprises qui, pour elles, la régulation, elle est importante, bien évidemment. Et pour le juriste, c'est quand même mieux de faire la loi que de la subir. Voilà, ça c'est un constat assez évident. Donc quand la loi n'est pas bien faite ou pas claire, l'objectif c'est de la clarifier, de nous la rendre favorable. Et après, le juriste est très important dans le système du lobby parce que vous pouvez avoir des objectifs, mais si d'un point de vue juridique ils sont mal ficelés, ça ne fonctionnera pas. Vous aurez soit une censure au niveau du Conseil constitutionnel ou au niveau de la Cour de justice. Donc, ce n'est pas suffisant, le juriste. Il faut aussi un discours politique, un discours entrepreneurial qui sous-tend ça. Mais quand même, je dirais que l'argumentaire juridique, il est essentiel vis-à-vis d'institutions qui pondent des règles de droit, des recommandations, des directives, des règlements. Donc, ça reste très juridique et c'est bien évidemment construire la loi qui est important. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait beaucoup. On ne fait pas que ça, on fait aussi des contrats, on fait aussi des contentieux, mais avant tout, on passe beaucoup de temps sur l'élaboration des lois. Elles changent, c'est comme ça. Mais c'est bien, je veux dire, ça donne de l'importance aux juristes au sein de l'entreprise. C'est plus simplement celui qui vous interdit de faire des choses. C'est celui aussi qui peut vous donner des perspectives et qui peut améliorer le quotidien du business. Donc ça, c'est plutôt positif pour un juriste. Jonathan, lorsqu'on a préparé la table ronde, vous avez parlé d'autres aspects qui, pour vous, changeaient dans la pratique, dans notre pratique juridique à l'interne et aussi à l'externe, au niveau des entreprises. C'est la question notamment du M&A et des contrats. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots là-dessus?
Oui, alors je l'évoquais tout à l'heure rapidement. Ce que je disais, c'est que la place de l'IT étant de plus en plus prépondérante dans les entreprises, il y a des entreprises aujourd'hui qui sont purement IT. Uber se présente comme une entreprise IT. Airbnb est une entreprise IT. C'est une plateforme sur laquelle c'est une plateforme d'intermédiation sur laquelle vous mettez en contact des vendeurs et des acheteurs, pour faire rapide, pour faire court. Et effectivement, l'IT prend une place de plus en plus importante dans l'ensemble des entreprises. Avant, nous étions l'IT étaient des commodités. C'était ce qui nous permettait de faire, de travailler, d'aller un petit peu plus vite. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est vraiment le cœur du réacteur. Et effectivement, sur les deals M&A de restructuration, d'acquisition, de fusion, l'IT était très peu présent. Nous, avocats IT, on n'intervenait pas sur ces deals-là. Et aujourd'hui, de plus en plus, on fait appel à nous. Et parfois, 90% du deal est l'acquisition d'une technologie, d'un patrimoine informationnel, d'un patrimoine IP, et on nous demande d'intervenir pour vérifier justement qu'on a bien respecté la chaîne des droits, qu'on n'a pas trop d'open source qui se cache quelque part et qui va sensiblement modifier la valeur de l'entreprise. Et un autre aspect important dont nous discutions avec Christine aussi lors de la préparation, c'est l'hyperspécialisation et l'expertise nécessaire des avocats et des juristes. Nos interlocuteurs ont également beaucoup changé. Nos interlocuteurs, nous avocats, on travaille toujours avec les juristes d'entreprise, on travaille de plus en plus avec les organisations métiers. Avant, on parlait avec le DSI, on parlait ensuite avec les acheteurs, puisque les acheteurs achetaient des commodités de l'IT. Aujourd'hui, on va parler en direct avec les métiers qui, eux, vont acheter directement de l'IT pour leurs propres besoins, leurs solutions spécifiques CRM, leurs solutions PRM, et on va devoir comprendre exactement de quoi ils parlent. Quand on est sur un contrat SaaS, il y a 15 ans, on se battait beaucoup dans les contrats sur l'IP. Lorsqu'on est dans un contrat SaaS, parler d'IP, ça fait presque pas de sens. Un autre des éléments d'adaptabilité du juriste dont nous avons parlé était notamment la veille. Christine, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes organisée ou comment vous voyez la veille de tous ces changements-là chez vous? En tant qu'organisation professionnelle, c'est vrai qu'avec nos 650 adhérents, maisons d'édition, évidemment, la veille, elle vient de nos membres, de nos entreprises. En plus, beaucoup sont très internationalisés. La France est un grand exportateur de livres. Nous cédons chaque année 2 fois plus de droits de traduction que les Allemands, par exemple, et notre premier client, c'est la Chine depuis très longtemps. Donc on est quand même une industrie, même si on est sur un bassin linguistique assez extraverti. Donc cette veille, elle vient effectivement de cette action collective que nous menons. Et ça, c'est une chose très importante. Elle vient aussi beaucoup de Bruxelles, notre fédération européenne des éditeurs. Et je voulais quand même ajouter aussi une chose qui est importante pour vous juristes, c'est que moi j'ai vu en fait vraiment croître 2 sujets importants ces dernières années, qui sont d'une part le droit de la concurrence, qui était quelque chose pour nous qui n'était pas vraiment au cœur de nos sujets, parce que c'était plutôt la propriété intellectuelle. Et on a effectivement, d'une part, connu l'agréable expérience d'un raid de la Commission européenne, heureusement sans conséquence, puisqu'il y avait, évidemment, il y avait un grand groupe qui s'appelle Amazon qui était un peu derrière ça, qui en revanche aujourd'hui fait l'objet à son tour d'une telle procédure. Donc on s'est armé en matière de droit à la concurrence et je crois que ça va continuer, puisqu'on a affaire de manière numérique à des acteurs dominants. Il faut voir qu'Amazon a 2/3 de la part de marché du numérique aux États-Unis, près de 90% au Royaume-Uni. Et puis l'autre évolution, ça a été l'importance croissante du droit anglo-saxon. C'est-à-dire que le droit est un facteur d'influence, de pouvoir. Et dans la mesure où ces grands acteurs du numérique sont essentiellement anglo-saxons, on voit qu'il y a une tentative de vouloir imposer ces notions. Le copyright, ce n'est pas le author's right, ce n'est pas le droit d'auteur, c'est différent. Les notions de commons, etc. Tout ça est arrivé et arrive maintenant, essaie d'être imposé à Bruxelles et même en France. Donc je dirais pour vous, juristes d'entreprise, avocats, c'est quelque chose aussi important de pouvoir maîtriser. Voilà. Olivier, sur la veille, la fondation que vous avez créée, ça a pour but d'avoir une veille active ou proactive du sujet?
absolument. C'est pour vraiment porter dans le débat public des transformations importantes que va apporter le numérique. On a commencé par publier un état des lieux qui rappelait un peu la situation en disant sectoriellement, quand on regarde le numérique, des grandes plateformes web, on n'en a pas en Europe, elles sont toutes américaines. Des acteurs du logiciel, on en a très très peu. La plus grande entreprise de logiciel en France, c'est Dassault Systèmes, mais après, vous descendez tout de suite dans des entreprises qui sont très anecdotiques par rapport aux événements Silicon Valley. Des fabricants de terminaux, on n'en a plus, avec Nokia qui est parti, Sagem qui est parti. Des grands équipementiers télécoms, on n'en a plus. Il ne reste plus que des opérateurs de télécom qui sont par ailleurs très attaqués par la Commission européenne et qui a une vision encore très passéiste de ce que sont les monopoles. Donc il y a déjà une prise de conscience à faire de ce qui se passe dans l'industrie. Et ce n'est pas le cas partout. Vous regardez en Chine, la Chine qui a très bien compris que le numérique était absolument stratégique pour elle. En Chine, ce n'est pas Google, c'est Baidu, c'est un acteur chinois. C'est pas Facebook, c'est Tencent, c'est un acteur chinois. C'est pas Amazon, c'est Alibaba, c'est un acteur chinois. Et les Chinois se sont dit, le numérique est tellement important qu'on préfère que ce soit des entreprises chinoises. Et nous, on n'a pas réussi à faire émerger des champions européens. Donc ça, c'est un premier élément. Puis la deuxième chose sur laquelle on a voulu alerter les pouvoirs publics, c'est que le pétrole de toute cette économie numérique, ce sont les données, et les données personnelles. Et ce qui intéresse tous ces acteurs, c'est les données personnelles des Européens, qui sont 300 millions, extrêmement riches. Et ces données, elles sont traitées aux États-Unis selon des standards américains. Vous savez que la CNIL a condamné Google, enfin l'ensemble des CNIL européennes ont condamné Google, parce que ça ne respecte pas des principes qui sont importants quand même, c'est informatique et liberté. On parle d'une transformation numérique et déjà, c'est pour ça que le principal acteur ne les respecte pas, et ce dans tous les pays européens. Et pour autant, ça ne change pas. On est un peu comme dans une situation où, dans les années 50, des grandes compagnies pétrolières seraient allées voir l'Iran ou l'Arabie Saoudite en disant votre pétrole est intéressant, on va juste l'exploiter et transformer les gisements aux États-Unis pour le mieux exploiter, mais vous aurez les droits, ne vous inquiétez pas. Et donc on a fait ce papier en disant sur les données personnelles, il est urgent qu'on rappelle un certain nombre de principes qui sont la transparence, qu'est-ce que l'opérateur fait de mes données personnelles, le consentement, et puis tu en parlais, la portabilité, la possibilité de récupérer les données, de changer de plateforme. Donc c'est des sujets comme ça qu'on va aborder. La prochaine note qu'on va aborder sera sur la santé. Et là, j'ai envie de dire, quand on se projette sur ce qui va se passer entre la santé et le numérique, on n'a encore rien vu. Quid de l'utilisation des data pour sélectionner les embryons sur un algorithme qui prendra le meilleur embryon selon un séquençage de l'ADN. Ce brevet existe, il a été déposé par Google. Quid des implants rétiniens qu'on peut avoir et c'est une ambition que vous avez peut-être entendue quand vous êtes à la Silicon Valley. Il y a un courant transhumaniste très très fort qui considère qu'il n'y a pas de frontières éthiques pour que la technologie améliore l'être humain. Donc tous ces sujets-là, on voit qu'on est un peu en retard dans la compréhension, on les subit, on les voit arriver. Et l'idée de cette fondation, c'est d'arriver à se projeter dans l'avenir et à dire ce que nous, Européens, avec nos valeurs humanistes, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que de l'outre-Atlantique, concernant la culture, concernant les droits d'auteur, concernant le respect de l'intégrité humaine, qu'est-ce qu'on a à dire pour être partie prenante de cette transformation numérique ? C'est une belle transition avec le dernier volet. Il nous reste très, très peu de temps, donc je vais essayer d'avoir une intervention de chacun très rapide sur les perspectives. Quelles sont les prochaines étapes, les prochains grands sujets du numérique sur lesquels la société ou les entreprises ou les juristes vont devoir se pencher? Vous avez parlé de la santé. Jonathan, vous avez des pensées à ce sujet-là? Olivier vient de l'évoquer, les données personnelles vont être un sujet central. Toutes les discussions autour du big data, qu'est-ce qu'on fait de ces données, comment on les traite. Je pense qu'il y a aussi le sujet de la responsabilité qui va revenir sur le tapis, parce que, et notamment dans le domaine de la santé, lorsque vous voyez des applications d'automédication qui sont basées sur des algorithmes préparés on ne sait où, qui est responsable? Est-ce que c'est celui qui a créé l'algorithme? Est-ce que c'est celui qui met l'applicatif? Est-ce que c'est iPhone? Est-ce que c'est Apple, pardon, qui a autorisé l'applicatif à rentrer dans son iPhone et qui interagit avec l'iPhone? Il y a peut-être un bug dans l'iPhone qui fait que le type il va se mettre un peu plus d'insuline que ce qui était prévu, alors que l'algorithme était bien calculé. Donc il y a la question de la responsabilité qui, je pense, va être un véritable sujet, et la question de la globalisation. Comment est-ce qu'on va s'adapter à cette globalisation? Comment on va prendre en compte le fait qu'effectivement il y a un certain nombre d'acteurs qui sont prédominants aujourd'hui sur le marché, qui dictent un petit peu les lois du marché, et il faut aussi le prendre en compte et savoir comment
est-ce qu'on, je dirais pas seulement se protège, parce qu'ils ont aussi des pratiques, ils ont fait évoluer un certain nombre de pratiques sur le marché qui sont assez saines, mais comment est-ce qu'on concurrence ces pratiques-là, notamment en France? David, je voyais abonder. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que le sujet central, c'est la responsabilité. Pourquoi? Parce que Internet, contrairement aux autres inventions techniques, c'est accompagné de moins de responsabilité. Je vous donner un exemple très concret. Le principe de responsabilité sans faute, il est né avec la voiture. En 1384, vous avez la garde d'une chose, vous êtes responsable même si vous ne faites pas de faute. Internet, ça a été exactement le contraire. On a créé des catégories d'intermédiaires techniques de l'Internet qui sont par principe des irresponsables. C'est les articles 12 à 15 de la directive commerce électronique. Et je pense que c'est un phénomène qui a créé de graves problèmes et ce qu'on appelle aujourd'hui un transfert de valeur. Donc il est nécessaire de se recentrer sur les problématiques de responsabilité vis-à-vis d'acteurs qui ont considérablement évolué dans leur activité. Les hébergeurs, entre guillemets, du milieu des années 90, date à laquelle on a imaginé la directive commerce électronique, n'ont plus rien à voir avec les plateformes des années 2010 qui distribuent des contenus et qui en tirent profit. Moi, j'ai rien contre le fait qu'elles en tirent profit. Ma problématique, c'est le fait qu'elles ne soient pas responsables vis-à-vis, par exemple, des titulaires de droits. Donc je pense que la problématique de la responsabilité qui est traitée par un texte, la directive commerce électronique, de manière totalement transversale, ça va bien au-delà des problématiques de droit d'auteur, et à mon avis, un enjeu central. Et bien évidemment, la solution, elle sera à l'échelle européenne. On ne pourra pas construire une solution franco-française, puisqu'on a des acteurs qui, par définition, évoluent sur une pluralité de pays. Donc, mondialisation, responsabilité, c'est un beau programme. Christine, peut-être le mot de la fin à titre de personne qui a vécu ou qui vit ce changement-là de façon plus contrôlée, harmonieuse, c'est ce que vous mentionniez tout à l'heure, pour ceux qui sont dans des industries qui n'ont peut-être pas été aussi impactées de façon immédiate. Ce ne sera peut-être pas le mot de la fin, mais moi je vois le sujet des normes, c'est-à-dire que pour nous l'interopérabilité, c'est une réponse justement à ces acteurs dominants. Donc on a des actions importantes au niveau mondial, tous les éditeurs au niveau mondial pour essayer de faire en sorte que des normes interopérables, ça s'appelle l'IPUB pour le livre, puissent se répandre face au format propriétaire. C'est extrêmement important et nous avons investi cette année pour créer un laboratoire de EDRL Lab à Paris, chez Cap Digital, donc tous les éditeurs européens ont investi. Je vois aussi, comme vous tous, la question des données, des data. Chez nous, ça se décline sous forme d'une menace de fouille de texte et de données qui surgit au niveau européen, au niveau français, dans la loi Le Maire. Ça va revenir, ça a été sorti, mais ça va revenir certainement. Donc là, il y a une confusion entre les données qui sont faites des données brutes et les textes qui sont éditorialisés. Il y a une méconnaissance du métier de l'édition qui est de qualifier, de sélectionner. Et puis, je verrai aussi vraiment pour l'avenir l'importance de tout notre travail sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment la révolution à venir dans le domaine des textes, du livre, de la presse. C'est vrai qu'on parle beaucoup maintenant de smart curation, de prescription par le web. Dans le domaine du livre, il y a ce qu'on appelle les booktubers, etc. Donc ça, c'est vraiment un domaine, alors c'est plus commercial que juridique, mais c'est extrêmement important. Et là-dessus, toutes nos entreprises, toutes les maisons d'édition travaillent beaucoup pour justement pouvoir développer notre activité grâce à ces nouvelles technologies qui sont fantastiques. Voilà, donc je suis soulagée. J'ai compris maintenant qu'il y a une place pour le droit, les juristes, et elle est plutôt importante dans ce nouveau monde, cette nouvelle donne, cette nouvelle réalité qui est le numérique, qui va venir disrupter votre industrie si ce n'est déjà fait, et pour lequel nous devons être en constante mutation et adaptation aux divers changements, parce qu'on a un rôle important à jouer, parce qu'en bout de ligne, la législation a un rôle très important, c'est ce qu'on vient de voir, et aussi le litige parfois, dans certaines circonstances. Je pense qu'il faut être présent, multidisciplinaire, et merci beaucoup à mes interlocuteurs. Merci.